BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Bonjour à vous, bienvenue dans l'entretien HEC en collaboration avec Challenge, avec HEC bien sûr et avec le cabinet de stratégie Bene Compagnie. On est ensemble, vous le savez, pendant 1 heure avec Vincent Beaufils de Challenge. Bonjour Vincent. Bonjour Edwige. Pour faire passer son entretien à une personnalité. Aujourd'hui, il est au cœur de l'actualité. Notre invité est directeur général de l'équipementier Valeo. C'est l'un des leaders du secteur, un secteur en pleine tourmente, ainsi que l'ensemble de la filière automobile. Bonjour ou bonsoir Christophe Péria. Bonjour Edwige, bonjour Vincent. Bonjour Christophe. On a donc Valeo, c'est un des premiers équipementiers mondiaux de l'automobile. C'est 22 milliards de chiffre d'affaires, 110 000 personnes, 170 usines dans près de 30 pays. C'est assez impressionnant, ça fait tout, depuis effectivement des climatiseurs jusqu'à tous les petits radars qui aident à la conduite. Et donc cette interview, elle se retrouvera dans le magazine Challenge, mais aussi sur les sites de BFM Business et de challenge.fr, et puis à l'antenne de BFM pendant le week-end. Merci d'avoir accepté d'être notre invité, surtout à un moment où l'actualité est effectivement compliquée pour vous, comme pour toute la filière, je le disais. Alors, mode d'emploi, rapidement, cet entretien, 4 parties. Une première partie actualité, une partie business, avec évidemment l'intervention d'un associé de Bene Compagnie. Et puis, la deuxième partie, on enfilera sur le campus d'HEC, micro-trottoir. Et puis, des questions des alumni qui, parfois, pourront reprendre des thèmes que nous-mêmes, on va aborder, mais c'est eux qui vous les posent. Donc, on est là pour ça. Et puis en conclusion, on parlera, je sais pas, des femmes, de vous. Est-ce que vous gérez d'une manière différente votre entreprise que vos prédécesseurs? Tout de suite, les questions d'actu. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Péria, bien sûr, la première question, c'est comment vous encaissez ce choc qui touche toute l'industrie automobile depuis cette décision qui a été prise par la Commission européenne d'interdire les moteurs thermiques en 2035 et d'imposer les véhicules électriques. On va dire que vous avez émis un profit warning et puis que peut-être cette semaine sera une semaine un peu périlleuse, on va dire. Alors, un profit warning, non. On a confirmé notre profitabilité, on a confirmé notre génération de cash. On a dit que les ventes ne seraient pas exactement au niveau où on les avait prévues parce que le marché n'est pas exactement celui qu'on prévoyait. Le marché mondial va être en baisse de 2-3% cette année, ce qui n'est pas ce que nous avions prévu au début de l'année. Alors, vous parlez d'un choc. Moi, quand j'ai pris mes fonctions de directeur général de Valeo, j'ai dit à mes équipes, préparez-vous, attachez vos ceintures, parce que c'est une transformation brutale de notre industrie sous nos yeux pendant 10 ans. Alors, il faut tout de suite dire que c'est une transformation pour le meilleur. On est d'accord, elle a des conséquences, elle a beaucoup de conséquences sur les acteurs, qui va réussir, qui ne va pas réussir, la chaîne de valeur, comment elle se répartit. Il y a des conséquences sociales qui ont été parfaitement mesurées. Mais c'est une transformation pour le meilleur, c'est-à-dire c'est une transformation pour un monde décarboné. Bon, je crois qu'il faut le dire d'entrée de jeu dans cette émission pour donner du sens au pourquoi cette transformation existe. Christophe Péria, quand vous dites qu'effectivement les conséquences sociales ont été évaluées, beaucoup de vos pairs dans l'industrie reprochent que la décision de mettre fin au moteur thermique en 2035 a été faite sans véritable étude d'impact. Et curieusement, vous, à l'inverse de beaucoup de vos confrères, vous avez dit écoutez, ça y est, on est parti, il faut y aller, et vous ne demandez pas, à l'inverse d'un Luca De Meo, par exemple, le patron de Renault, de remettre en cause cette décision. Je pense que les choses sont assez simples, finalement. Pourquoi cette transformation? Pourquoi 2035? Parce que les émissions de CO2 liées à l'automobile dans le monde, c'est 18% des émissions de CO2. Donc on ne peut pas dire pendant une partie de vos émissions, il y a un problème de développement durable, il faut à tout prix baisser les émissions de CO2, et pendant l'autre partie, dire non, il ne faut pas le faire, il faut qu'on choisisse. Oui, mais c'est la méthode. Oui, c'est oui, la mais bien sûr, mais les choses ont été chiffrées. L'association des constructeurs équipementiers allemands a parlé de 200 000 emplois en Allemagne. Si on prend la France, la PFA, la plateforme française de l'automobile, elle a parlé de 60 000 emplois. Donc oui, cette transformation de la voiture vers une voiture qui est décarbonée, c'est-à-dire une voiture électrique, et très franchement, il n'y a pas 50 solutions pour rendre la voiture décarbonée. On parlera peut-être de l'hydrogène tout à l'heure. Ce n'est pas notre sujet, nous n'y croyons pas du tout. On parlera peut-être oui, depuis le début, pour des raisons, on y reviendra peut-être tout à l'heure,
les carburants synthétiques, ce n'est pas le sujet non plus. Donc, voilà, il y a une manière de décarboner la mobilité, il n'y en a finalement qu'une, c'est le véhicule électrique électrifié. Et pour faire un véhicule électrique ou électrifié, oui, il y a besoin de moins de valeur ajoutée, il y a besoin de moins de main-d'œuvre. Donc la PFA l'a chiffré à 65 000 emplois, je crois, en France. Et en Allemagne, 200 000. Donc voilà, il faut qu'on choisisse entre un monde décarboné ou une voiture qui reste telle qu'elle, mais qui nous emmènera dans le mur en termes de CO2. Et précisément, pour Valeo, en termes d'emploi, qu'est-ce qu'on peut dire? Pendant les dernières semaines, la fermeture de 3 sites a été à plusieurs reprises évoquée. Qu'en est-il exactement? Alors d'abord, nous, on s'est préparé à cette transformation de la voiture vers une voiture décarbonée. Ça veut dire quoi? On s'est préparé? Ça veut dire qu'on a investi énormément d'argent. On a mis, si on prend la France et l'Europe de manière générale, on a mis 9 milliards sur la table en recherche et développement pour construire, pour inventer les technologies qui remplacent celles du moteur à combustion. On a développé des technologies sur les moteurs électriques, sur les onduleurs, c'est-à-dire toute l'électronique de puissance. On a fait des chargeurs, on a fait des pompes à chaleur qui permettent de réchauffer l'habitat parce qu'il n'y a plus de chaleur gratuite. Donc, quand vous avez un véhicule décarboné, vous avez une voiture électrique et que vous soulevez le capot, il n'y a plus rien de commun, il n'y a plus rien de semblable à ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que tous les produits de Valeo qui étaient dans cette moitié de Valeo qu'on appelle Power chez nous, il a fallu les redesigner, les repenser. Il a fallu construire une nouvelle offre. Et cette nouvelle offre, certains s'y sont préparés, d'autres s'y sont moins préparés. Et je pense que Valeo a fait le boulot, il a fait le job de se préparer à ces nouvelles technologies. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de sujets sociaux. On en aura certainement, et vous savez sans doute qu'on est en discussion avec nos partenaires sociaux sur l'avenir de 3 sites, et ces discussions sont en cours. Est-ce que ça veut dire que c'est difficile d'avoir justement des sites encore en France? Alors ça, c'est un autre sujet. Ah non, c'est le même. Non, parce qu'il y a il y a 2 transformations en cours. Il y a une première transformation qui est le véhicule change. Voilà, il devient décarboné. Les technologies de demain ne sont pas les technologies d'hier. Et puis, il y a une deuxième transformation qui est par l'offensive de nouveaux constructeurs. Il y a les constructeurs chinois qui aujourd'hui exportent ou commencent à exporter massivement en dehors de leur pays. On parle de 6 millions de voitures sur un total de 90 millions de voitures. Et 90 millions de voitures sont produites tous les ans. Il y a 6 millions de voitures qui sont exportées. C'est 7 points de part de marché qui changent demain. Donc, c'est absolument considérable. Et là, moi, je me suis exprimé de manière très directe dans plusieurs médias récemment. Oui, je suis inquiet pour l'industrie européenne. Et je suis inquiet pour l'industrie européenne et pour l'industrie française. Et spécialement pour l'industrie française? Oui, parce que l'Europe a perdu 25% de compétitivité par rapport à la Chine depuis 5 ans. 5 ans, ce n'est pas beaucoup. C'est très long de construire de la compétitivité. On gagne de la compétitivité point par point. Si vous prenez les usines de Valeo, 1er janvier 2020, avant le Covid, à aujourd'hui, et vous savez, on en a 170, on en a 35 en Chine, on est partout. Donc on sait, et on calcule, comme vous le savez, dans l'industrie automobile, tous les centimes. On a vraiment regardé ce qui s'est passé. Nos usines européennes ont décroché en termes de compétitivité par rapport à la Chine de 25%. Pourquoi? Parce qu'on a eu de l'inflation et qu'en Chine, il n'y a pas eu d'inflation et que ça n'a pas été corrigé par les devises. Et face à ce problème-là, comment réagit le chef d'entreprise, particulièrement à la tête de Valeo, qui avait une politique de s'efforcer de privilégier en tout cas ces souches françaises? Est-ce que dans un contexte tel que celui-là, avec 25% donc de compétitivité en moins, on peut encore faire en sorte que les sites français soient plus ou moins protégés? C'est une vraie question. C'est une question qui est ouverte. Et c'est la raison pour laquelle je me suis exprimé sur des solutions qui peuvent être mises en place pour reconstruire une industrie, on va dire, européenne qui soit pérenne. On le voit, il y a plusieurs secteurs d'activité qui ont des problèmes. La chimie exprime des difficultés, l'automobile exprime des difficultés, l'acier exprime des difficultés. Cet écart de compétitivité de 25%, oui, il pose question. Jusqu'à maintenant, Valeo avait une logique industrielle locale, régionale. C'est-à-dire qu'on produisait en Europe pour l'Europe. On produisait en Chine pour la Chine et l'Asie. On produisait en Amérique du Nord pour l'Amérique du Nord. Quand vous avez 2 zones aussi importantes qui commercent ensemble que l'Europe et la Chine, dont la compétitivité diverge, oui, ça pose question sur notre capacité, dans la durée,
à avoir une industrie européenne qui soit forte. Il y a la transformation, effectivement, passer de moteur thermique à un moteur électrique, enfin une batterie électrique. Mais derrière, il y a aussi la question que finalement, j'ai envie de dire, la voiture électrique, ça ne prend pas, ça ne rencontre pas le succès que ça devait rencontrer auprès des consommateurs, notamment à cause du prix, peut-être aussi de la politique de stop and go sur le leasing social qu'on a vu en Allemagne et qu'on a vu en France avec des effets immédiats. Alors, les chiffres, il faut toujours les regarder globalement, de mon point de vue. Aujourd'hui, un véhicule sur 7 produit dans le monde est électrique. C'est pas mal. Oui. 14%. Et il y a des Europe, pays, en France, Europe, ouais. en Europe, c'est exactement la moyenne, Ouais. c'est 14%. Je n'ai pas le chiffre français en tête, mais je crois que la France est à 17 ou 18%. La Chine, ils sont à 28. Ouais. Le dernier mois, hein, on est à 28 et 26 sur l'année. Et les États-Unis sont à 7. Donc vous voyez, 14%, c'est pas si mal. C'est déjà un véhicule sur 7. Et dans nos prévisions, en 2030, dans le monde, on sera autour de, on va dire, 40% de véhicules électriques. Et en 2035, 5 ans plus tard, on sera autour de 60%. Et même cette année où on lit le véhicule électrique baisse, c'est pas le cas dans le monde. Les immatriculations de véhicules électriques neufs continuent d'augmenter. Donc oui, il y a des obstacles, mais bon, ces obstacles sont, je pense, levés les uns après les autres. Juste une question, avant de passer à l'actualité business, Christophe Périllat. Est-ce qu'il faut s'attendre à une déferlante chinoise, sachant que le marché américain risque d'être fermé avec Donald Trump? Est-ce que vous pensez qu'on va assister à une déferlante chinoise en Europe? Alors, je prends les chiffres européens. Je crois que c'est aujourd'hui 1 million à peu près de voitures chinoises qui seraient vendues en 2024 sur un marché qui est un marché de 16 millions de voitures. D'accord. Donc c'est encore assez limité. On parle de 6-7% si mes calculs sont justes. Mais 6-7%, c'est beaucoup. C'est beaucoup de parts de marché qui sont déplacées dans un marché qui ne croît plus. C'est aussi ça le problème de l'industrie automobile. C'est que vous prenez 2017, l'Europe produisait 21 millions de voitures. Aujourd'hui, ils s'en produisent 16. Le marché a fait moins 20. Et en plus de ça, vous avez de nouveaux acteurs. Mais la position d'un équipementier comme nous, on travaille avec tous les constructeurs dans le monde. On travaille avec les constructeurs chinois. On n'a pas peur de la compétition. Une compétition entre de nouveaux constructeurs et des constructeurs traditionnels, très bien. La compétition entre des équipementiers chinois et Valeo, très bien. Mais dans une zone géographique où les règles seraient les mêmes pour tous. Tout de suite, c'est l'heure de Bain avec Bernard Bichler, qui est associé senior chez Bain & Compagnie, qui va venir vous poser des questions et faire son petit pitch. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Donc j'ai le plaisir d'accueillir effectivement Bernard Bichler, associé senior chez Bain & Compagnie, pour le brief de Bain qui ouvre la deuxième partie business. Vous allez avoir du boulot parce que, laissez-moi vous dire qu'il n'y a jamais eu aucun consultant qui est entré chez Valeo. Donc peut-être qu'on va voir, après ce pitch, les habitudes vont changer. C'est à vous. Hein. Merci beaucoup. Bonjour Edwige. Ça s'appelle mettre la pression. Bonjour. Bonjour Edwige, bonjour Vincent, bonjour Christophe Périllat. Christophe Périllat, vous avez repris la tête du groupe Valeo il y a maintenant 2 ans, après avoir passé 24 ans au sein du groupe dans différentes fonctions. Vous en connaissez donc parfaitement les arcanes et l'ADN. Vous dirigez le groupe dans un contexte de marché en pleine mutation, on l'a vu. Mais quelque part, la mutation dans l'automobile, ça fait 30 ans que ça existe. Et compte tenu de ce que vous avez déjà vécu en termes de crise et mutation dans les dernières années, je pense que vous êtes bien armé pour les adresser. Alors aujourd'hui, avant de parler des défis auxquels vous êtes confrontés, je voudrais prendre un instant pour prendre un peu de recul sur le secteur. Ces dernières années, on a vu émerger des tendances de fond. Au-delà des évolutions technologiques et concurrentielles que vous avez déjà abordées, il y a 3 points que je voudrais pouvoir mentionner. Premièrement, pour les équipementiers, il vaut mieux être grand que petit. Au cours des 20 dernières années, on a calculé que la masse de profit des 100 plus grands équipementiers mondiaux, dont Valeo fait partie, a augmenté de 180%, alors que la production automobile a augmenté de 30%. Donc, quelque part, la taille et la focalisation profitent aux grands. Deuxièmement, la profitabilité, elle est variable par segment. Les équipementiers qui sont focalisés sur des segments porteurs ont mieux performé que les autres, et il y a 4 à 5 points d'écart.
À ce titre, alors on peut noter l'électronique, on peut noter les semi-conducteurs et les batteries pour une petite partie. Et à ce titre, les équipementiers dits diversifiés, donc qui ont plusieurs activités comme Valeo, ont vu leur rentabilité légèrement en dessous des autres. Mais on va revenir dessus. Troisièmement, l'excellence opérationnelle paye. Au sein même d'un segment, on note d'importants écarts de profitabilité entre le meilleur et le moins bon du segment. Et si on prend deux segments différents, le meilleur d'un segment a priori pas très attractif, comme le châssis ou les extérieurs, est plus performant que le moins bon d'un segment potentiellement supposé plus attractif, comme par exemple l'électronique. Donc, quelque part, l'excellence opérationnelle et la spécialisation payent. Ce qui m'amène à la question pour vous. Valeo a démontré qu'il performait plutôt mieux que la moyenne des équipementiers diversifiés, avec un EBITDA à 12%, quand la moyenne était à 9%. Et donc, ma question, c'est quoi la recette de Valeo pour être plus performant que les autres et pour échapper au piège du conglomérat ou du groupe diversifié? Alors, je suis d'accord avec beaucoup de points que vous avez cités, en particulier ce que vous avez dit sur la taille. Pas tant la taille du groupe qui est importante, c'est la taille dans le produit ou le segment de produit sur lequel vous travaillez. Voilà. On a la caractéristique chez Valeo d'être numéro 1 mondial de l'éclairage. On est numéro 1 mondial de l'aide à la conduite. Et on est dans les tout premiers mondiaux de l'électrification. Donc ça nous donne une taille qui est très importante pour, je réponds à votre question, pour obtenir les niveaux de profitabilité qu'on souhaite, parce que ça veut dire que l'innovation que vous faites, la technologie que vous apportez au secteur automobile, vous êtes capable de l'amortir sur une base qui est très large. Alors l'excellence opérationnelle, c'est dans notre ADN depuis toujours. Je suis depuis, vous l'avez dit, 24 ans dans le groupe. J'ai été directeur des opérations du groupe Valeo. J'ai dirigé également quelques usines. Donc l'excellence opérationnelle, c'est vraiment au cœur de notre méthode parce que c'est la base du secteur automobile. Quand un client vous attribue un business, en fait, il vous attribue de la confiance. Il vous fait confiance. Confiance que vous serez en bonne santé 3 ans après, qui est le temps du développement. Confiance que vous serez en bonne santé et performant 6 ans pour la production de cette voiture. Et puis 15 ans après, encore, pour l'après-vente. Donc oui, l'excellence opérationnelle, c'est au cœur de tout, ça fait partie de notre ADN. Et puis on a une culture chez Valeo qui est une culture formidable. Donc j'ai cité technologie, j'ai cité excellence opérationnelle, et puis j'ai cité culture, qui sont 3 éléments qui, je pense, expliquent la raison pour laquelle nous avons plutôt correctement performé. Merci. Et dans les temps, voilà, de l'excellence également. Voilà, de l'excellence. Parfait. Merci beaucoup, Merci Bernard. Tout de suite, les questions business. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Voici donc notre séquence business dans l'entretien de Christophe Périllat. Et là, on va commencer par cette référence que vous évoquiez tout à l'heure, qui était la chute de la compétitivité en Europe, ces 25% qui font froid dans le dos. Et on a le sentiment que face à cela, plusieurs de vos concurrents ont décidé de surinvestir aux États-Unis. Est-ce que c'est un chemin que vous souhaitez prendre ou est-ce que vous pensez que le business restera par nature régional et donc on ne peut pas effectivement décider tout d'un coup d'être plus présent sur un continent? Je pense qu'on peut décider d'être plus présent sur un continent. Et l'Amérique du Nord, aujourd'hui, est très attractive. Elle est très attractive parce que les volumes de production sont toujours importants et relativement stables. La politique anti-voiture des villes, vous ne la trouvez pas aux États-Unis, vous la trouvez en Europe. Mais aussi parce que c'est une zone géographique dans laquelle il y a moins de concurrence. Voilà. Il y a moins de concurrence qu'en Europe. Oui, l'Europe, pour ce qui est de l'automobile. Des équipements automobiles, on a moins de compétition aujourd'hui en Amérique du Nord par rapport à l'Europe. Par exemple, en Europe, aujourd'hui, moi je suis en compétition presque sur chaque appel d'offres avec des compétiteurs chinois. Aux États-Unis, c'est pas possible. Pas possible parce que l'Amérique du Nord, c'est protégé. Et peut-être je peux en profiter parce que vous m'interrogiez sur ces 25% qui font froid dans le dos. On peut regarder ce que d'autres zones géographiques ont fait et comment elles ont établi des règles concurrentielles qui
prennent en compte les salaires de la région donnée, les conditions économiques de la région donnée. Et c'est très intéressant ce qu'a fait l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord a renégocié les accords NAFTA en 2018. Et elle a mis en place, pour les voitures, un contenu régional minimum de 70%. Ça veut dire que pour qu'une voiture soit vendue sans pénalité, sans taxe particulière en Amérique du Nord, il faut 70% de contenu régional. En Europe, rien. Et puis la question du salaire aussi, je crois. Oui, pour essayer de contourner, parce que NAFTA, c'est l'accord, on va rappeler, entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Exactement. Et je crois qu'il y a aussi un petit appendice qui est très important sur le salaire horaire. Oui, il y a 40% de la valeur de la voiture doit être avoir pour origine un pays dont le taux horaire est supérieur à $16. Oui. J'ai fait mon regard. On voit à peu près la raison pour laquelle ça a été fait. Et vous avez aussi 70% de l'acier et de l'aluminium qui composent la voiture, qui doit être avec un contenu régional. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'en faisant ça, vous incitez, bien sûr, les constructeurs à rester dans la zone, qui est la zone, encore une fois, Mexique, vous l'avez dit, Edwige, Mexique, États-Unis et Canada, mais vous entraînez toute la filière, c'est-à-dire que vous entraînez les équipementiers, les fournisseurs de ces équipementiers, etc., etc. Donc, il y a tout un écosystème qui reste parce qu'il faut rester pour obtenir 70% de contenu régional. Et puis, il y a aussi un atout formidable qui est cette fameuse arme fatale de l'IRA, l'Inflation Reduction Act, très, très efficace, qui fait qu'effectivement, chaque fois qu'on rencontre un industriel en France ou en Europe, il vous dit moi, je rachète quelque chose aux États-Unis, je construis aux États-Unis. Vous, est-ce que vous allez vous renforcer concrètement on se renforce aux États-Unis. Oui, ça représente combien pour l'instant de votre chiffre Aujourd'hui, d'affaires? c'est une vingtaine de pourcents de notre chiffre d'affaires. Oui. On a été, ces 2 dernières années, fournisseur de l'année de General Motors. Donc, vous connaissez l'importance sur le marché américain. C'est clair. Donc, on est leur fournisseur de l'année. Ils sont extrêmement difficiles dans le choix de cette récompense. Et on a des relations qui sont excellentes, en particulier avec ce client, mais avec tous les clients. Et avec Tesla également, vous savez. Tesla, je ne peux jamais répondre à cette question parce qu'on signe des contrats de confidentialité avec quelques clients qui m'interdisent d'en parler. Mais par contre, GM, vous pouvez en parler. GM, je peux parler. On voit. Alors, à l'inverse, vous êtes très présent en Chine. Oui. Ça représente combien de votre chiffre d'affaires, la Chine? C'est 16% de notre chiffre d'affaires. 16%. Est-ce qu'il y a un risque de croissance sur le marché chinois? Est-ce que vous le percevez déjà? Est-ce que les Chinois, ce sont des adversaires ou des partenaires? Les Chinois, ce sont des partenaires. On est une entreprise mondiale, on est présent partout, on a vocation à être présent partout auprès de tous les constructeurs. Donc, ce sont évidemment des partenaires. On y est depuis 30 ans. On a fêté cette année le 30e anniversaire de notre présence en Chine. On y a 35 usines, on a 16 000 personnes. On a beaucoup de centres de recherche et développement. C'est un pays très important. Vous me posiez la question du marché. Le marché lui-même, la consommation de voitures, les ventes de voitures, pas extraordinaire. Le marché n'est pas extrêmement dynamique, mais il est bon. Par contre, il y a un marché d'export qui se développe. C'est les 6 millions de voitures dont je parlais tout à l'heure, qui s'ajoutent, pour ce qui est de la production locale, qui s'ajoutent aux ventes de voitures. Donc, au final, le marché chinois est un marché en croissance. Alors, une question qu'on se pose quand on voit effectivement ces voitures chinoises arriver en Europe, c'est quid de la qualité? Alors, vous allez nous dire que vous êtes des fournisseurs, donc la qualité est forcément très bonne, mais globalement, est-ce que un ami qui vous demanderait est-ce que j'achète une voiture chinoise électrique, qu'est-ce que vous lui répondriez? Je lui réponds que les véhicules chinois sont, je pense, avec beaucoup de technologie aujourd'hui, des designs attractifs, je pense une qualité satisfaisante. Je n'ai pas de statistiques en tête. Voilà, je sais ce que nous livrons à ces constructeurs, et pour ce que nous leur livrons, la qualité est identique à celle que nous pouvons livrer aux constructeurs. Mais par exemple, si moi je viens vous voir, je vous dis, attendez, Christophe Périllat, je veux acheter une voiture électrique, vous me conseillez BYD ou vous me conseillez la Renault 5? Vous me répondez quoi? Alors, je sors le joker parce que notre mission, c'est de travailler pour l'ensemble des constructeurs. Maintenant, j'aime beaucoup les phares et les feux arrière de la Renault 5 qui sont faits à Angers par Valeo, comme nous faisions les phares et les feux de la dernière Renault 5 dans les années 70-80. L'affaire de fidélité encore. Exactement. Là. Pour revenir à ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la manière de se protéger,
Est-ce que vous, vous trouvez qu'effectivement, comme bien des industriels, que l'Europe est une passoire est-ce que, quand vous avez vu qu'on a parlé de droits de douane pour des véhicules chinois, vous vous êtes dit, tiens, peut-être c'est en train de changer? Non, on s'est dit c'est une mauvaise idée. On s'est dit c'est une mauvaise idée parce que c'est un dispositif qui protège les constructeurs. Et l'Europe tape toujours soit pour protéger l'amont, soit pour protéger l'aval. Donc un coup on protège l'acier ou l'aluminium, un coup on protège... Mais si on protège les constructeurs, on protège les équipementiers. Non. Pourquoi? Non, parce que vous n'empêcherez pas l'industrie automobile européenne avec ce gap de compétitivité, vous l'empêcherez pas, les usines terminales d'être en Europe et les composants de venir d'autres pays. Or, 80% de la valeur de la voiture, ce sont les équipementiers. 80% des emplois, ce sont les équipementiers. Donc quand vous prenez des dispositions qui soit protègent l'aval, soit protègent l'amont, mais ne prennent pas finalement en compte la filière, l'écosystème complet de la voiture, je pense que ce ne sont pas des décisions qui sont positives. Christophe Périllat, est-ce qu'on va quand même vers un gros problème, un gros naufrage industriel avec les gigafactories lorsqu'on voit ce qui se passe avec Northvolt, lorsqu'on voit ce qui va se passer avec ACC? Est-ce qu'on sait pas, est-ce qu'on n'a pas mis des milliards comme ça finalement pour rien? Est-ce qu'on n'est pas parti trop vite? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé de technologie? Parce qu'on sait qu'il y a deux technologies possibles. Alors oui, il y a l'actualité Northvolt qui est, je crois, inquiétante. Il y a plus de 10 milliards, j'ai compris, qui ont été consommés. Écoutez, moi, ça attire un commentaire de ma part, c'est l'industrie, c'est compliqué. Voilà. Et quelquefois, on oublie que l'industrie, c'est compliqué. On le sait bien. On a voulu aller trop vite? Écoutez, vous prenez BYD. Oui. BYD sont nés en 1995. Ils ont eu leur premier contrat de piles lithium-ion en 2000. C'est Motorola, pour les téléphones portables, qui leur a donné ce contrat. Ils ont donc 25 ans d'expérience dans la batterie. Vous prenez CATL, qui est le premier fournisseur mondial de batteries. Ils sont nés en 2011. Ils ont 15 ans, 14 ans d'expérience. Aujourd'hui, le top 5 des fabricants de batteries dans le monde, c'est 2 Chinois que j'ai cités, BYD, CATL, c'est 2 Coréens, LG et Samsung, et c'est un Japonais, c'est Panasonic. Voilà, il n'y a pas d'Européens. Ouais. Les Européens s'y mettent maintenant. Voilà, l'industrie, c'est compliqué. Donc ça va prendre 15 ans. Ça prend 15 ans si on maintient l'effort. Et alors, Si on est capable de maintenir l'effort. Vous, comme Valeo, vous avez souhaité prendre de l'avance par rapport à ça, notamment dans l'aide à la conduite. Je me souviens effectivement de présentations où on disait la voiture autonome, c'est pour demain. En fait, elle n'est pas là, la voiture autonome. Est-ce que vous n'êtes pas allé trop vite également, trop en avance de phase? Ah non, pas du tout. Alors là, pas du tout, parce qu'en fait, il y a 2 marchés qu'on confond souvent. Il y a l'aide à la conduite pour baisser le nombre de morts dans le monde. Le nombre de morts dans des accidents de voiture, Oui. c'est plus d'1 million par an. C'est 1,3 million. C'est insupportable, on est d'accord. Or, les technologies, elles sont là pour rendre la voiture plus sûre. C'est plein de capteurs, plein de logiciels, plein d'ordinateurs. C'est notre boulot. Et c'est un marché sur lequel on est numéro 1 mondial. On fait des radars, on fait des caméras, on fait des lidars, on fait des capteurs de parking, on fait des ordinateurs, on fait du logiciel. 40% des ingénieurs de vélo, c'est du logiciel. 40% des ingénieurs de vélo, c'est du logiciel. Donc, vous voyez, il y a ce marché-là qui est en croissance très importante parce que la réglementation se rend compte que les technologies sont disponibles. Et puis, il y a le véhicule autonome, le Graal, celui qui changera la vie, celui qui changera la mobilité, celui qui changera la ville. Et ça commence. Et là, on est dans cette phase d'industrialisation du véhicule autonome. 7 villes aux États-Unis, 15 villes en Chine, dans lesquelles roulent des taxis autonomes. Prenez Waymo, qui est peut-être, en tout cas dans le monde occidental, l'acteur le plus en avance. C'est la Google Car. C'est une filiale de Google. 150 000 courses de taxi par semaine. 150 000 courses de taxi par semaine. 1,5 million de kilomètres. Tout autonome, sans chauffeur, sans personne qui conduit par semaine. Donc on est maintenant dans cette phase d'industrialisation du véhicule autonome. Toute dernière question très très rapide. 80% je crois de votre recherche est en France. Est-ce que justement on peut craindre le fait que des labos soient transférés ailleurs, surtout si on restreint, si on rabote le crédit impôt recherche? Le crédit impôt recherche, il a été super important pour que Valeo décide d'implémenter 80% de sa recherche
son innovation en France. On a en France des ingénieurs incroyables, on a des écoles d'ingénieurs incroyables, des écoles de commerce aussi incroyables. Donc n'est-ce pas? Donc c'est super important, oui. Donc voilà, on fait Donc vraiment... vous allez rester avec 80% de votre recherche en France. Oui, je pense que c'est bien de le faire et on compte sur le gouvernement pour maintenir le crédit impôt recherche au niveau où il est. Message envoyé. Christophe Périllat, on arrive au terme de cette première partie de cet entretien HEC. Dans un instant, on filera sur le campus d'HEC. Après, ça sera les questions des alumni. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Retour dans l'entretien HEC avec Christophe Périllat, directeur général de Valeo. Vous le savez maintenant, c'est place au campus. Des questions ont été posées avec à des étudiants. Puis après, au contraire, ça sera les alumni qui vous poseront des questions. Tout de suite. On va sur le campus. Est-ce que vous conduisez voiture, trottinette, vélo? Je conduis, mais pas, j'ai pas ma voiture sur le campus. Moi, je prends le 11, c'est-à-dire mes pieds. Oui, moi j'ai une voiture et après j'ai un vélo aussi. Voiture surtout. Est-ce que vous savez quel groupe est à l'origine des équipements qui permettent à votre voiture de rouler? Par exemple, si je vous dis bip de recul, anti-von Neumann, capteur ultrason pour aide au stationnement, est-ce que vous avez un groupe qui vous vient en tête? Aucun, absolument aucun. Aucune idée, non, vraiment. Non, j'en ai aucune idée. Est-ce que Valeo, ça vous parle? Même pas. Non. Non, j'en ai pas. Moi, ça me dit rien. Non, j'ai pas le nom, désolé. C'est pas un grand groupe qui fait des sièges, des trucs comme ça? Vous vous rapprochez, c'est un grand groupe d'équipementiers automobiles. Si vous pouviez améliorer un élément de votre voiture pour que votre conduite soit plus intuitive et agréable, ce serait lequel? Ce serait les bips de recul partout autour de la voiture. Ouais, moi, c'est surtout il y a des indicateurs de points morts sur les rétros des fois. Et je trouve que c'est pas assez développé. Ce serait peut-être sur tout ce qui est donc, sur les angles morts, sur une meilleure compréhension de la largeur du véhicule. Donc peut-être rendre ça un peu plus facile à comprendre au début, sur les premières années, ou du moins. Je pense une IA un peu plus performante sur la route, ça peut vraiment améliorer les choses. Pas pour la conduite, en tout cas pour que ça soit plus agréable pour le conducteur et pour tout le monde dans la voiture. Ça pourrait être une assistance pour se faire des créneaux ou se garer, par exemple. Comme beaucoup de groupes du CAC 40, Valeo affiche la volonté d'être leader face à l'urgence climatique. Est-ce que vous avez une idée de comment ça pourrait se traduire chez eux, la transition énergétique? Je pense que ça peut se traduire au sein de leur activité. J'imagine qu'ils ont une industrie, c'est une activité manufacturière. Et donc ça va tout être sur les aspects de consommation d'énergie, donc utiliser l'énergie renouvelable dans leur production. Utiliser des matériaux, alors je ne sais pas si c'est vraiment applicable à ce domaine-là, mais des matériaux plus durables ou de fournisseurs qui ont aussi des actions en faveur de l'environnement. Peut-être sur la consommation qui est utilisée, sur la production donc des matériaux pour les batteries, etc. Peut-être déjà produire plus en France, puisque dans l'automobile, il y a eu beaucoup de délocalisation de la production. Donc ramener la production en France, ce serait peut-être déjà bien. Je ne sais pas si on pourrait agir sur le recyclage peut-être des pièces qui ont déjà été utilisées. On a d'un côté un groupe du CAC 40 qui peut paraître institutionnel et de l'autre une multinationale qui a les moyens d'investir, par exemple 22 milliards l'année dernière. Vous qui êtes de potentiels talents, est-ce que ce serait un employeur qui pourrait vous intéresser? Oui, pourquoi pas, notamment pour l'adapter, comme on en parlait juste avant, sur recyclage, sur ces questions écologiques, quoi, ça peut être intéressant. Oui, pourquoi pas. Après, ça dépend. Moi, personnellement, je m'intéresse plutôt à la fusion-acquisition. Donc, si j'achète à acquérir ou à vendre certaines de leurs filiales, alors oui, pourquoi pas. Alors, donc bonjour Monsieur Périllat. Alors, ma question est la suivante. Sachant que de nombreuses restrictions commencent à être appliquées sur les voitures, notamment en centre-ville ou sur les émissions de gaz à effet de serre plus tard dans le futur, est-ce qu'on a vraiment encore besoin de la voiture? Est-ce qu'elle va être aussi utilisée dans le futur? Et comment, du coup, comptez-vous adapter potentiellement la stratégie de votre entreprise selon l'utilisation de la voiture future? En tant qu'acteur important du secteur automobile et potentiel acteur du changement climatique, que pensez-vous du sport automobile et de son impact environnemental, notamment les sports comme la F1? Alors, donc, beaucoup de questions là-dedans. Donc, effectivement, le sens de la voiture, le sport automobile, et puis une question qui n'a pas été formulée très précisément, qui est la production en France et continuer à produire en France, qui est toujours un peu, effectivement, quelque chose qui est demandé au groupe
de souche française. Et juste une précision, vous n'êtes pas au CAC 40 et les propos ont été recueillis par Lohan Gilbert. Voilà. Écoutez, mais pas le CAC il y avait 40. plein de points positifs. Déjà, ils ne nous ont Oui. pas confondus avec Veolia, c'est très bien. Sauf pour le recyclage. Ouais, enfin, ils ne vous connaissent pas vraiment. Hein. De tous les produits qu'ils souhaitaient voir inventés, on les a inventés, hein, sur l'angle mort, le créneau automatique, etc. Donc, c'est voilà, de très bonnes nouvelles. Il y avait une question sur la mobilité, le nombre de voitures et comment on adapte nos stratégies. C'est un sujet important parce qu'on pense qu'on n'est plus sur un marché qui va être en forte croissance comme ça a été le cas. On est passé de 40 millions de voitures, 50, 60, 70, 90 et on pense qu'il y a un plateau. Et ça a une vraie conséquence pour nous en termes de stratégie. C'est petit 1, pour continuer à croître, on augmente le contenu par voiture, d'où l'effort technologique qu'on fait pour enrichir la voiture. Et 2, aller chercher des marchés en dehors de la voiture, des marchés de mobilité en dehors de la voiture, comme le 2 roues, le 3 roues, le refroidissement des data centers. Voilà, c'est je pense, important. Ils ont beaucoup parlé recyclage aussi, oui, beaucoup. Et c'est important. Alors, nous, on essaye de dépasser ça. Parce Mais déjà, est-ce que vous le faites avant oui, de oui, dépasser? Bien sûr. On recycle tout. On recycle tout. Maintenant, l'automobile n'est pas très vertueuse au sens où on n'est que dans le recyclage d'une voiture. Or, le recyclage, ça demande de l'énergie pour reséparer les matières. Donc, nous, on promeut beaucoup aujourd'hui la réparation et on promeut aussi beaucoup ce qu'on appelle le remanufacturing, la rénovation. C'est-à-dire qu'on prend une vieille pièce, on l'ouvre, on la désosse, on change toutes les pièces d'usure, on remet tout ça ensemble. Et c'est 1 million de pièces par an qu'on remanufacture. Et on vient d'ouvrir, on parlait de la France, on vient d'ouvrir un atelier de réparation d'électronique à Nevers, qui est une reconversion d'une usine française existante qu'on reconvertit sur la réparation. Ça veut dire, je vous annonce, le grand retour des vis. Voilà. Ah bon. Pendant des années, on a enlevé les vis. On a enlevé les vis, on a mis des soudures, on a mis des soudures laser, des soudures ultrasons. De vis et de boulons. Non, on les achète. Mais on remet des vis parce qu'il faut pouvoir ouvrir les produits pour les réparer. Ce qu'on ne peut pas faire quand on met du collage ou bien des soudures. Et par rapport à la question sur le poids de la France, en gros, qu'est-ce que ça fait dans vos ventes et qu'est-ce que ça vous représente dans l'outil industriel Valeo? La France, c'est 12% de nos salariés. C'est à peu près 12% de notre chiffre d'affaires également. Donc c'est assez homogène. Allez, tout de suite, les questions des alumni. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Alors, donc, la dernière partie de cet entretien va se faire avec des alumni HEC qui connaissent, on espère, bien le secteur. Et donc, ils vont vous poser toute une série de questions. Et on va commencer effectivement avec Jean Triomphe. C'est à lui. Bonjour Christophe, Jean Triomphe, président du groupement HEC Automotive. Je n'ai pas une, mais 2 questions. La première, c'est est-ce que vous pouvez nous dire comment les équipementiers vont s'en sortir, vu la pression que leur mettent les constructeurs dans ce cycle de transformation profonde de l'industrie automobile. Et la seconde est relative à la Chine. On entend beaucoup parler de l'avantage coût des constructeurs chinois, également du first mover advantage qui est le leur en matière de véhicules électriques. Mais d'un autre côté, on nous dit que la technologie électrique est extrêmement simple, beaucoup plus simple en tout cas, que celle des véhicules thermiques. Alors ma question sur ce point, c'est quelle est l'avance précise des Chinois en matière technologique sur les véhicules électriques, si l'on met de côté bien sûr le paramètre de la batterie. Merci à vous. Et 1 minute pour répondre à cette question, mais vous avez déjà en partie répondu. Mais enfin, intéressant. Merci Jean. Sur les relations entre clients, fournisseurs, constructeurs, équipementiers, c'est une question qu'on aurait pu me poser depuis toujours. Voilà. Donc vous en sortez comment? Vous en sortez par la technologie, vous en sortez par la compétitivité. Et justement, la technologie et la compétitivité, c'est sur quoi on travaille. Sur les constructeurs chinois et leur avantage, il a dit à part la batterie, puisqu'on a parlé des batteries. Écoutez, technologiquement, je n'en vois pas. La vitesse, la capacité à remettre en cause les spécifications qui peut-être se sont sédimentées au fur et à mesure des années chez des acteurs plus traditionnels. Mais voilà, la vitesse. Technologiquement, non, je pense que
l'Europe, les constructeurs européens, nord-américains et chinois sont tout à fait en Il y a juste un point que je trouve intéressant, c'est qu'on reproche souvent, notamment aux Français, donc on a des super ingénieurs, mais du coup c'est très très compliqué. Il a parlé de simplicité. Est-ce que la question se pose aussi dans votre secteur? Oui, je pose dans notre secteur, simplicité. Les spécifications sont devenues très complexes. Vous pouvez avoir un appel d'offres, en papier, ça peut être cette salle. Alors, les téléspectateurs ne le voient pas, mais la salle est grande. Ouais. Voilà, des tonnes et des tonnes de papier, d'exigences. Voilà, les Chinois sont plus pragmatiques et Valeo est plus pragmatique en Chine aussi, avec eux. Deuxième question, une question de Pierre-Amand Lapère. Bonjour Monsieur Perria, je suis Pierre-Amand Lapère, alumni de la promo HEC 2021 et aujourd'hui je co-dirige la société Build Battery qui aide les constructeurs à gérer leurs batteries en fin de vie, donc en les réparant, en leur donnant une seconde vie ou en les recyclant selon l'état de ces batteries. Et ma question, c'est de savoir, avec le passage à l'électrique, il y a moins de pièces dans les véhicules, donc comment va se partager cette valeur entre les constructeurs automobiles et les équipementiers comme Valeo et même peut-être même vos fournisseurs qui font des systèmes de plus en plus intégrés. Et si je peux me permettre une deuxième question, comment vous voyez l'avenir de l'hydrogène, sachant que le véhicule électrique est en train de faire de belles économies d'échelle, même si évidemment il n'y en a pas encore assez. Un grand merci. Deux questions intéressantes. D'abord, bravo pour ce qu'il fait sur la réparabilité des batteries. Oui, la chaîne de valeur, elle est complètement bouleversée. Et après, vous en prenez une part significative en fonction des efforts que vous avez faits pour vous préparer à cette révolution technologique. Je préfère passer un petit peu plus de temps sur la deuxième question. Oui, parce qu'on ne vous a pas posé la question parce qu'on savait que ça allait été posé, celle-là. Oui. Je ne le vois pas. Je ne vois pas l'hydrogène du tout sur les Vous êtes un athée de l'hydrogène depuis longtemps, votre groupe. Mais pour une raison physique qui est très simple. C'est-à-dire que pour passer de l'électricité à l'hydrogène, puis l'hydrogène à l'électricité, puisque c'est ça, un véhicule hydrogène, c'est un véhicule électrique qui fonctionne avec une pile à combustible. Il faut 3 fois plus d'électricité pour faire le même nombre de kilomètres. 3 fois plus. Donc, ce n'est pas tenable. Ça veut dire que... Alors, je vais donner un autre chiffre. Vous convertissez tout le parc automobile français à l'électrique. Vous avez besoin de 10 réacteurs, en électricité, l'équivalent de 10 réacteurs nucléaires. Ouais. Si vous faites ça avec de l'hydrogène, vous en avez besoin de 30. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas... Donc, ce n'est pas possible. Mais il n'y a pas quelque chose de spécifique pour les poids lourds, parce que les poids lourds demandent tellement d'énergie qu'il faut effectivement avoir peut-être cet état intermédiaire. Donc, ma réponse concernait les voitures. Sur les poids lourds, peut-être, mais même sur les poids lourds aujourd'hui, on voit les grands constructeurs développer des solutions qui sont des solutions avec des batteries. Donc ça veut dire qu'Air Liquide se trompe complètement, parce qu'Air Liquide y croit. En tout cas, ce n'est pas notre position. D'accord. Alors, donc, une troisième question de Mona Audy-Montalier. Bonjour Monsieur Perria, Mona Audy-Montalier, MBA d'HEC 99, partenaire BCSG, présidente du Hub Digital d'HEC Alumni. Dans le contexte qu'on connaît actuel, où l'intelligence artificielle, on peut le dire, accélère de façon assez extraordinaire les transformations industrielles, notamment dans le secteur de la mobilité, pour ces prochaines années, quelles sont les innovations majeures que Valeo envisage de développer pour l'avenir des voitures autonomes ? Alors, pour les voitures autonomes, on développe beaucoup de logiciels. On développe du LIDAR, qui est un capteur absolument extraordinaire. Mais est-ce que l'IA va changer quelque chose ? Oui, l'IA change. L'IA est déjà dans notre déjà, j'imagine, voilà. Donc, ça accélère. On a des caméras avec de l'IA. On a un centre de recherche à Paris en intelligence artificielle pour le véhicule autonome, avec une centaine d'ingénieurs. Donc oui, l'intelligence artificielle, ça permet d'avoir des algorithmes qui sont plus performants, de ne pas avoir à prévoir finalement toutes les situations. Voilà. Avant, vous avez des logiciels assez déterministes, c'est-à-dire qu'on prévoit toutes les situations, on obtient une réponse pour chaque situation. Avec l'intelligence artificielle, finalement, le logiciel va se débrouiller et trouver la bonne réponse à une situation nouvelle. Mais est-ce que ça change des choses ? Et je ne suis pas un spécialiste, donc pardonnez-moi. Mais pour les produits, ça ne change quand même pas grand-chose. Un lidar restera toujours un lidar et non, un radar. Ça change le logiciel. Et encore une fois, le logiciel, c'est 40... On a 20 000 ingénieurs chez Valeo. Le logiciel, c'est 40% de nos ingénieurs. Donc oui, ça change quand même beaucoup de choses de ce point de vue-là. Quatrième question de Nicolas Chénier. Bonjour, je suis Nicolas Chénier, HEC IMBA 2022.
Pour rester compétitive, l'industrie automobile européenne doit trouver des moyens d'alléger les véhicules. Je travaille au quotidien à alléger des pièces de structure jusqu'à 70% pour le marché automobile, entre autres. Mon plus grand apprentissage, c'est que sortir une innovation vraiment impactante nécessite un effort conjoint et si possible coordonné de toute l'industrie, depuis le design et la conception jusqu'à la fabrication et l'assemblage final. Et c'est un défi gigantesque. Selon vous, quelle doit être la place de Valeo dans ce défi à l'industrie ? D'abord, c'est une super question parce que avec le passage à l'électrique, la voiture est en surpoids. Voilà. Oui. Vous prenez une Clio, vous prenez une 208, ça pèse 1 tonne 100 à peu près, un véhicule thermique. Vous prenez l'équivalent électrique, c'est 1 tonne 4, 1 tonne 5. Donc le véhicule électrique, c'est 400 kilos de matière en plus, qui est le poids de la batterie. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est plus chère aujourd'hui, parce que vous avez plus de matière, vous avez plus de poids. Donc le poids, c'est l'ennemi du véhicule électrique. Il faut alléger le véhicule électrique, il faut l'amaigrir, parce que le poids, c'est l'adversaire de l'autonomie du véhicule. Donc oui, on travaille sur tous les composants de la voiture, tous ceux que nous faisons, pour en alléger le poids, ce qui permet d'améliorer l'autonomie de la voiture électrique. Alors, on a une nouvelle question de Vincent Musel. Je suis Vincent Musel, HEC 2009. Aujourd'hui, je travaille pour HEC en tant que directeur du bureau de représentation pour l'Amérique du Nord, qui est ici à New York. Et puisque je suis aux États-Unis, j'ai une question qui concerne les États-Unis, où vous avez une présence au Texas, depuis laquelle, au printemps dernier, je crois, vous avez lancé un produit qui s'appelle Valeo Racer, et qui est une expérience de gaming, de Extended Reality In-Car Gaming. C'était assez surprenant pour moi de voir ça. Je connaissais Valeo en tant que Français comme un équipementier automobile plutôt classique. Et là, on est sur quelque chose d'assez disruptif. Je voulais savoir si vous pouviez nous en parler un petit peu. À quoi correspond ce nouveau produit? Est-ce que ça s'inscrit dans une stratégie plus globale? Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Alors c'est vraiment un produit super, mais c'est vraiment l'illustration de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le marché étant fini, on va chercher à côté de notre marché des marchés un peu adjacents qui sont un potentiel de développement pour Valeo. Donc là, c'est une plateforme technologique avec du temps réel. On vient récupérer tous les capteurs de la voiture et on vous les met sur votre smartphone. Vous pouvez faire toute une série de jeux. Donc ça se voit derrière vous. Voilà, l'enfant qui est à l'arrière, en fait, il voit la même chose. Il est dans l'environnement que son père ou sa mère ont lorsqu'ils conduisent et ils essayent de conduire mieux que papa ou mieux que maman. Mais ça fait un peu de chiffre d'affaires, ça? Ou c'est juste le plaisir des ingénieurs de Valeo? On en est au début, c'est une plateforme technologique, mais avec la même plateforme, on peut faire plein de choses. On peut faire, par exemple, de la téléopération sur du véhicule autonome. Reprendre le contrôle à un moment donné d'un véhicule autonome qui est en situation difficile, où il faut faire un franchissement de ligne blanche alors que ce n'est pas autorisé. Donc c'est une plateforme technologique qui va avoir beaucoup de possibilités, offrir plusieurs possibilités de nouveaux produits. Et ça, c'est partout dans le monde ou c'est uniquement... Alors on est en train de... Alors c'est tout nouveau. Hein. Oui. On l'a montré à Austin, Texas, South by Southwest, qui est un superbe salon technologique où on a été l'année dernière. Donc on l'a montré pour la première fois. On commence à intéresser des constructeurs et là on est en train de signer avec un constructeur en Asie sur le sujet. Dernière question, Serge Cometti. Christophe Périllat, bonjour. Je m'appelle Serge Cometti. Je suis HEC 86, membre du Hub Automotive. J'ai 35 ans d'expérience automobile. Vous avez annoncé une JV avec Renault pour fabriquer un moteur sans terres rares en 2027 et plus récemment un autre accord pour travailler sur le Software Defined Vehicle. Quelles sont les autres technologies de rupture sur lesquelles vous travaillez pour permettre à la France d'atteindre son objectif de production de 2 millions de véhicules électriques fabriqués en France en 2027, de combler son retard avec les constructeurs automobiles chinois et permettre à l'Europe d'atteindre ses objectifs de réduction d'émissions de CO2 dans le cadre du CAFE et du Green Deal, moins 15% en 2025, moins 50% en 2030, pour arriver à zéro émission de CO2 en 2035. Bon, très rapidement, c'est un enjeu majeur évidemment de la transformation de notre offre produit.
Il a cité le moteur, superbe moteur qu'on développe avec Renault, pas en joint venture, mais en collaboration, en coopération, qui est un moteur sans terres rares, ce qui est important d'un point de vue géopolitique. On a un chargeur, par exemple, bidirectionnel, c'est-à-dire que vous chargez votre voiture, mais votre voiture peut redonner de l'électricité au réseau, et tout ça en charge rapide. On peut parler de pompes à chaleur intelligentes pour vous permettre de chauffer votre habitacle sans réduire votre autonomie. En fait, toutes les technologies qui sont à l'intérieur d'une voiture pour rendre l'expérience d'électrification satisfaisante. On arrive au terme de cette émission, Christophe Périllat. Maintenant, c'est un peu les questions vide-poche et la conclusion. Encore quelques minutes avec nous. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Première question, tiens, tout à l'heure, on parlait de Tesla, vous me disiez, tiens, on n'a pas le droit du tout de révéler quoi que ce soit, donc c'est grand secret. Le fondateur de Tesla, Elon Musk, qui devient l'homme fort et le meilleur ami de Donald Trump, ça vous amuse ou ça vous glace? Bon, écoutez, ni l'un ni l'autre. Ça vous inspire quoi en tant que... Ça m'inspire qu'il faut qu'il est important de réduire les coûts de l'État. Voilà, ça j'en suis. On parlait de l'Europe, je reboucle la boucle. On parlait de l'Europe, on parlait de la France. Voilà, une économie qui n'a pas le fardeau d'impôts qui sont trop élevés. On a peut-être parlé, on n'a pas parlé des charges sociales. Les charges sociales que Valeo paye en France, c'est 36% de nos charges sociales mondiales. Oui. 36% de nos charges sociales mondiales. Quand en France, on a 12% de nos salariés. Vous voyez qu'il y a un sujet, il y a un problème. Donc voilà. Donc un chef d'entreprise doit pouvoir réussir à faire ça. Je pense qu'on a des budgets tous les ans, on a des plans à moyen terme. Voilà, on est dans une pression économique qui nous pousse à faire mieux avec moins. Faire mieux avec moins, on a quelquefois l'impression que c'est un gros mot. Et je pense que ce n'est pas un gros mot. C'est ce que font les entreprises et ce que l'État doit faire. Alors, comment faire mieux, justement? Vous avez succédé il y a quelques années à un monstre de l'industrie, Jacques Aschenbroich, qui a été plusieurs fois le patron le plus performant de France selon la Harvard Business Review. Quand on devient effectivement le numéro 1 à sa place, quel type de leader on décide d'être? Est-ce qu'on cherche à être différent? Et si on cherche à être soi-même, qui êtes-vous? On ne cherche pas à copier. Ça, en c'est rupture? sûr. Pardon? En rupture? Non, on ne cherche pas à être en rupture. Moi, je considère que, si vous voulez, la course n'est pas la même. On n'est pas dans la période d'avant, dans une période où il y a une transformation absolument incroyable liée à l'électrification, liée aux véhicules autonomes, liée aux véhicules qui deviennent logiciels. Donc, c'est une autre course, avec un contexte dont on voit qu'il est complètement différent. Donc, on joue sa course avec une équipe qui est une équipe différente, qui est autour de moi. C'est ça le sujet. Donc, moi, je ne vis pas ça du tout comme une comparaison, si vous voulez, par rapport à... Mais avant, j'ai été dans cette équipe. J'ai été dans l'équipe de Jacques Aschenbroich. J'ai travaillé de nombreuses années avec lui. On a amené ensemble, avec toute l'équipe Valeo, où il est. Et moi, je prends le relais. Voilà, je vois ça comme une course de relais, avec un relais qu'on prend, avec un bâton qu'on prend. Et moi, je dois courir le plus vite possible avec mon équipe pour le transmettre dans quelques années. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même qu'il y a des aspects générationnels et que quand vous regardez autour de vous, à la tête des grandes entreprises françaises, la manière dont on gère est maintenant quand même très différente de ce qu'ont été c'est ce que je les appelle gentiment des monstres du CAC 40 ou du SBF 120. D'ailleurs, est-ce que c'est une ambition de revenir au CAC 40 à propos? L'ambition, ce n'est pas de revenir au CAC 40. L'ambition, c'est de valoriser Valeo, de faire en sorte que sa valeur boursière soit mieux reconnue. Elle ne l'est pas aujourd'hui. Ah oui, et on vous dit... Valeo, achat spéculatif, ça doit être très désagréable d'entendre ça. C'est désagréable de voir l'action de Valeo là où elle est, mais on a parfaitement conscience des efforts qu'il faut qu'on continue à faire pour que Valeo soit encore plus profitable et donc que sa valeur augmente. Et merci d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué. On a appris plein de choses, surtout en cette période difficile. Donc merci d'avoir pris le temps de passer cet entretien HEC. Merci. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.